Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech aux couleurs d'Halloween. Aujourd'hui, on va parler de Bitcoin, on va parler de NFT et surtout on va parler d'impôts de fisc. Mais bien sûr, on va parler d'autres sujets, certains plus légers, je vous rassure. Nous sommes le vendredi 15 octobre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous sommes les seuls à fêter Halloween. C'est ma fête préférée depuis ma tendre enfance. Donc jamais je n'oublierai Halloween. Je préfère Halloween à Noël. Voilà, ça c'est dit. Polémique dès le matin. Halloween, c'est mieux que Noël. Bon, sans les cadeaux. Ouais, il y a les cadeaux. Ok, alors Halloween avec des cadeaux, ça serait mieux que Noël. Voilà. Halloween, oui, pardon, je le prononce à la franglais, contrarié, oh là là, agressez-moi dès le matin. En anglais, on dit Halloween, enfin en américain, si vous voulez, j'ai un accent de merde, ok. En français, on dit Halloween. Halloween. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais regardez ce... On l'a pas complètement fini, le décor. D'ailleurs, ça serait mieux de le mettre là. Ouais, mais ça cache un peu le Nabastag. Ouais, voilà, je veux faire ça. Hop, très bien. Tu vas nous disputer comme lundi, oh Quentin. J'ai pas envie de vous... Enfin si, j'ai un peu envie de vous agresser, mais je vais essayer de me retenir. Je vais essayer de me retenir. Bref, bref, bref. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous allez à forme. J'aimerais déjà remercier, parce que alors ce matin, ça régale, tout de suite. Merci Senzaka pour ton sub. Mais ça, c'était hier, mais merci quand même. Mais un grand merci à Pascal qui a offert 5 abonnements ce matin. Grand merci à toi, Pascal M. Merci à Veluna qui a offert, c'est son 13e mois. Et merci à Grolb aussi, 18e mois, 18e mois. Merci de votre fidélité. Merci aux contributeurs. Ça régale ce matin. On va parler de quoi ce matin? Que des sujets qui vont vous faire plaisir. On va attaquer quand même très dur puisqu'on va parler de fiscalité. On va parler de fiscalité du Bitcoin, de toutes les crypto-monnaies. On va parler même de fiscalité des NFT. La France pourrait modifier sa fiscalité. En bien, en mal, vous le saurez en suivant cet épisode. On parlera également de Zerator et du Z-Event 2021 annoncé hier. On a les dates, c'est le 29, 30 et 31 octobre. On a le line-up de ceux qui feront des lives pour ce Z-Event qui soutient cette année, si je ne me trompe pas, cette année, Action contre la faim, l'AFC. On parlera justement du Z-Event. Moi, je trouve ça formidable. On parlera d'OVH Cloud, introduction en bourse, en bas de la fourchette. Guillaume en a un peu parlé hier. On en parlera d'un point de vue plus strictement boursier aujourd'hui. Le spécialiste tricolore du cloud computing fait son entrée en bourse à l'Euronext Paris aujourd'hui. Et les prix sont fixés des actions. On parlera ensuite de LinkedIn. LinkedIn, c'est le dernier gros réseau social à quitter la Chine. Alors, il quitte la Chine, mais il re-rentre dans la Chine. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. On parlera également d'iOS 15 avec la fonction qui permet de copier-coller des textes sur une photo et comment les étudiants s'en servent. Hein, les étudiants, on vous voit. Nous parlerons bien sûr de nos merveilleux sponsors. Je veux bien sûr parler de Bitdefender et nous parlerons également de mon petit placement. Et nous terminerons, alors,
je piétine un peu sur les plates-bandes de Marion, elle va m'en vouloir. C'est pas tout à fait de la tech, on va dire, c'est plutôt de la culture, culture geek, culture streaming. On va parler de Squid Game. Marion l'a pas vu. Moi, j'ai vu Squid Game, mais j'aimerais en parler sous le prisme de la géopolitique. Et oui. Squid Game est repris aujourd'hui dans les messages de la Corée du Nord en dénonciation en dénonciation. Pour la Corée du Nord, Squid Game est la preuve que le capitalisme ne fonctionne pas. Je trouve que c'est une manière intéressante d'aborder cette série. Donc, on verra ça dans la tartine. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va parce que j'en ai pas d'autres et je vous propose de lancer tout de suite le Kawa. Merci, j'en profite pour remercier également Rhinosoph pour ton sub 1 mois. Merci Chuckman pour ton 6 mois de Prime. Merci à vous les contributeurs. Aujourd'hui, on va commencer, on va parler de fisc, on va parler d'impôts, on va parler de crypto, on va parler de NFT. Mais c'est assez passionnant parce qu'il y a plein de choses que vous saviez peut-être pas si vous n'avez pas justement des cryptos ou si vous les sachiez pas. Et si vous ne les savez pas et que vous avez des cryptos, il serait temps de vous mettre à l'heure. Remplir sa déclaration d'impôt est toujours un exercice fastidieux. Et si vous êtes laissé tenter par des crypto-monnaies, cela allonge la liste des champs à remplir. La manière dont il faut déclarer les bitcoins ou Ethereum ou toute autre crypto-monnaie en France pourrait évoluer dans l'avenir. Effectivement, Grégory Raymond, un journaliste de Capital, nous précise que plusieurs amendements concernant la fiscalité des crypto-monnaies ont été adoptés le 5 octobre 2021 par la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Alors, ce n'est pas encore acté. Ce sont des amendements qui sont proposés. On en parlera. Donc, ce n'est pas encore ce qui va arriver, mais c'est ce qui est proposé. Alors, il y a plusieurs amendements. Il y a déjà un amendement qui propose que les plus-values de cession de crypto, je vais vous expliquer, les plus-values de cession de crypto puissent, si le contribuable le souhaite, être sous le régime de l'impôt sur le revenu. Comment ça se passe aujourd'hui quand vous avez des cryptos ? Il y a ce qu'on appelle une flat tax de 30%. Ces 30% représentent un impôt forfaitaire de 12,8% auquel s'ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux. Donc aujourd'hui, si vous avez des cryptos et que vous faites de la plus-value, ça c'est une notion à comprendre. Imaginez, vous achetez pour 1 euro de crypto. Vous faites cette crypto vaut 5 euros et vous la revendez. Vous avez fait 4 euros de plus-value, pardon. Vous avez fait 4 euros de plus-value. C'est-à-dire, même s'il y a 5 euros sur votre compte, comme vous l'aviez acheté à 1 euro, vous avez fait 4 euros de plus-value. Et c'est ça qui est soumis à l'impôt. C'est votre plus-value. C'est pas l'ensemble de la valeur. En fait, c'est comme les actions, c'est comme tout un tas de choses. Donc, vous allez être taxé sur la plus-value. Aujourd'hui, vous allez être taxé à 30%. Donc, petit calcul, 30% de 4. Merde, ça fait combien 30% de 4 ? De 4 euros. 30% de 4 euros. Aidez-moi le chat pour une fois. Je suis nul en calcul. J'aurais dû dire 10 euros, ça aurait été plus simple. Ça aurait fait 3 euros. Ok. 1,5, 1,2, bon, il y a un débat. 1,3, allez, qui dit mieux ? 1,2, ok, il y a la majorité qui dit 1,2 euros. Ok, donc vous allez payer 1,2 euros d'impôt sur les 4 euros de plus-value que vous avez fait sur votre crypto. Ça, c'est comment ça se passe aujourd'hui. Ça a le mérite d'être relativement simple. Bon, 30%, ça fait un peu mal aux fesses. Si jamais vos 4 euros, c'est plutôt 4 millions d'euros. Mais bon, voilà, c'est l'impôt. On ne va pas revenir là-dessus. Hein. Là, ce qu'ils proposent... En fait, le problème de la flat tax de 30 euros, c'est que c'est plutôt avantageux pour des gens qui ont déjà beaucoup d'argent
Et c'est plutôt désavantageux pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui font un peu d'argent avec la crypto. En gros, vous le savez, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la fiscalité, c'est des paliers, hein, selon votre niveau de revenu général. Vous êtes à des paliers différents. Donc, si vous gagnez beaucoup d'argent, vous êtes à des paliers hauts qui sont parfois supérieurs aux 30% sur le revenu. Donc, 30%, c'est plutôt bénéfique pour vous d'avoir une flat tax à 30%. Par contre, si votre revenu général est plutôt bas, vous n'êtes pas à, vous êtes à 17% d'impôts, vous êtes à 12% d'impôts, ou ce genre de choses. Là, pour le coup, la flat tax, elle vous fait un petit peu mal. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez avoir le choix. Soit je reste en flat tax, soit je déclare ma plus-value de mes cryptos dans mon revenu général, donc le régime général de l'impôt. Je le mélange en fait avec mes revenus, salaires et autres. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas surimposer la plus-value des cryptos pour les foyers les moins fortunés. Donc, ça part plutôt d'une bonne intention, même si ça ressemble à une putain d'usine à gaz. Mais bon, voilà. 3 autres amendements ont été adoptés et ils portent également sur un autre secteur des crypto-monnaies. Alors là, attention, ça devient un petit peu technique, mais c'est vachement important à comprendre. Si les cryptos, vous faites ça en tant que particulier ou professionnel, il faut savoir que si vous êtes considéré comme professionnel dans les cryptos, vous avez jusqu'à 70% de taxation sur la plus-value. 70% contre 30% si vous avez un statut particulier. Et là, en fait, il y a un truc qui est difficile à jauger par soi-même, c'est les critères qui sont utilisés quand il s'agit de qualifier habituel ou occasionnel dans votre trading. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Sachez-le, effectivement, si vous êtes une société dont le travail est finalement d'acheter et de vendre des cryptos, vous allez être taxé à 70%. Si vous êtes un particulier, vous faites de temps en temps des transactions, vous allez être taxé à 30%. Mais le problème, c'est qu'imaginez, vous êtes un particulier, mais vous faites beaucoup de transactions, parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes passionné de crypto, et c'est votre truc de faire du micromanagement de vos cryptos. Vous risquez de basculer dans les professionnels. Aujourd'hui, les critères ne sont pas clairs. Comment tu peux être professionnel dans les cryptos ? Il y a des sociétés dont le job, c'est d'acheter et de vendre des cryptos. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué à comprendre là-dedans. Donc, en fait, vous êtes taxé comme une société sur une plus-value financière. Effectivement, 70, ça peut paraître énorme, mais c'est parce que c'est des sociétés qui brassent énormément de millions et des millions. Mais aujourd'hui, justement, le critère de trading habituel ou occasionnel n'est pas clair. Donc, ils sont en train d'étudier divers éléments, comme la fréquence de session ou l'utilisation de logiciels professionnels, mais tout ceci est évalué au cas par cas. Donc, aujourd'hui, la zone est un petit peu floue. L'amendement, justement, qui est proposé, c'est de définir le caractère habituel de manière plus précise et qualitative, notamment sur les critères de supériorité des plus-values de cession de crypto-monnaies vis-à-vis des autres revenus. En gros, si dans vos revenus, l'essentiel de vos revenus, c'est des cryptos, vous risquez d'être taxé comme un professionnel. Si c'est un à côté, vous serez plus comme un particulier, en fait. Pro de la crypto, trading, minage, par exemple aussi, Nourziboul, hein. Effectivement, tout à fait. Alors je vois que la moitié des discussions portent sur la légitimité de l'impôt de l'État français. Les gars, on n'est pas là pour discuter de ça, hein. On ne va pas le résoudre aujourd'hui, ce problème, hein. Troisième amendement, ça porte sur les NFT. Alors déjà, si vous êtes indigné par les crypto-monnaies, préparez-vous à vous surindigner sur les NFT. Les NFT qui, pour certains, sont le vent absolu. Bref. Rapide rappel, les NFT, c'est Non-Fungible Token.
Et c'est une authentification de fichiers numériques. Ça valide, par exemple, une œuvre d'art numérique en la rendant unique. Ça n'a rien à voir avec les droits de cette œuvre. C'est juste comme si un tableau était tiré à un exemplaire ou à 10, une photo était tirée à un exemplaire ou à 10 exemplaires, et vous pouvez acheter ce tirage unique. Ce qu'on appelle des NFT. Ok. Les NFT qui aujourd'hui commencent à brasser quand même pas mal d'argent, qui sont devenus très populaires en 2020 et ça continue un petit peu en 2021. Aujourd'hui, l'idée c'est de les exclure du régime général de cession des actifs numériques. Désolé, c'est un peu technique, mais pour ceux qui ont ces problèmes-là dans leur déclaration d'impôt, ça peut être intéressant. L'idée proposée est qu'ils soient imposés les NFT en fonction de leurs actifs sous-jacents, explique l'ingénieur patrimonial, il y a des ingénieurs patrimoniaux, Martin Cortet et le fiscaliste Logan Choukar du cabinet Tacotax. Pardon. Je m'imagine arriver au cabinet Tacotax. Ouais, alors j'aimerais une optimisation de mes impôts, mais je voudrais aussi un taco avec double steak. Hein. Tacotax. Pardon, pardon. On ne doit pas se moquer du nom des sociétés des autres. C'est pas bien. Bref, si le NFT porte sur un tableau ou une chanson, il sera par exemple exempt de la fiscalité des droits d'auteur qui s'appliqueraient. Justement parce que les droits d'auteur ne sont pas concernés normalement par le NFT, sauf exception si le NFT intègre aussi les droits d'auteur. Je sais, c'est compliqué d'essayer de suivre. Je sais, c'est tôt, c'est pas facile. On peut envisager que les NFT soient adossés à terme sur les biens immobiliers avec la fiscalité afférente, même si on n'a pas encore de recul sur de tels scénarios. En gros, on ne sait pas trop où classer les NFT au niveau fiscalité. Sauce fromagère, ouais. Avec mes impôts, s'il vous plaît. Selon les experts, l'amendement a du sens précisément parce que les NFT peuvent porter sur des éléments très divers. On peut vendre un NFT d'un caca. Oui, vous l'aurez entendu ici dans le mug, mais en théorie, je peux faire un caca et poser un NFT dessus. Je ne suis pas sûr que quelqu'un l'achète derrière, mais on peut. Donc c'est pas forcément une œuvre d'art. Quoique, mais bref, je suis sur une pente glissante. On est d'accord. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Tout imposer de la même manière pourrait freiner le développement du marché des NFT. Alors, je sais que les sceptiques du NFT, vous êtes beaucoup, comprenez pas même qu'il y a un marché du NFT, mais c'est un marché florissant, notamment dans le monde de l'art. Et on aurait beau jeu de dire les NFT c'est n'importe quoi, nous la France, nous ne tomberons pas dans ce panneau, parce qu'on n'est pas des pigeons, hein, ou des crédules. Ok, mais le NFT se développe à travers le monde entier, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Donc ça serait quand même con, encore une fois, qu'on passe à côté, par exemple, d'une méthode qui permet aujourd'hui à certains artistes de vendre des œuvres à travers des NFT. Voilà. Merci de parler de caca à l'heure du petit déjeuner. Mais de rien. Tout le plaisir est pour moi. Comme la SNCF, what? Si tu poses un NFT sur une crypto, t'es imposé à 100%. Bref, le fait que ces amendements aient été adoptés en commission est un premier pas important. Reste désormais à voir si le projet de loi avec ces amendements sera adopté. À mesure que les crypto-monnaies se démocratisent, d'autres ajustements à leur fiscalité deviendront sans doute nécessaires, notamment dans la manière dont elles doivent être déclarées. À l'heure actuelle, et comprenez bien le problème, le processus est très complexe de déclarer ses plus-values en crypto, en NFT, etc. Même pour des particuliers, il devient de plus en plus difficile de faire soi-même le suivi de toutes ces opérations crypto.
Dès que l'on a 4 ou 5 crypto-monnaies différentes et qu'on fait une opération ou deux par mois, calculer les plus-values et les moins-values sur un an deviennent rapidement très complexes. Une complexité contre-productive puisqu'elle amène parfois certains contribuables à ne pas déclarer du tout leur plus-value, simplement parce qu'ils n'y arrivent pas. Hein, je le dis pour ceux qui nous écoutent en audio, je suis en train de faire mon œil. Ah, je suis pas arrivé à... Oh, je suis désolé, monsieur. Je suis pas arrivé à déclarer mes plus-values. Donc, je l'ai pas fait. Non, mais je taquine un petit peu, mais c'est vrai que si vous avez fait 4 euros de plus-value et qu'il vous faut vous fader une soirée entière de calcul, parce que vos moins-values sont déductibles de vos plus-values. J'ai oublié de dire ça, mais c'est comme les actions. Si vous perdez sur vos actions, vous faites une moins-value en revendant des actions, elle est déductible de vos plus-values que vous auriez fait sur d'autres actions. Donc ça peut devenir complexe. Et j'ai envie de dire, le problème pour le fisc français n'est pas tant celui qui oublie de déclarer 4 euros de plus-value sur sa crypto, mais c'est plutôt celui qui dit « Oh, je ne suis pas arrivé à remplir les cases avec mes 40 millions de plus-value. » Là, ça pose un problème quand même. Sauf s'il habite à Malte. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Voilà, on a un témoignage, Poun, qui nous dit « J'ai 4 à 5 comptes crypto avec des pertes sur l'un, des gains sur l'autre. C'est l'enfer à gérer si je dois tout déclarer. » Non, mais je le comprends pour un particulier. En plus, le gros problème, c'est que tous les sites de crypto et toutes les cryptos n'affichent pas les mêmes informations. Et quand vous devez faire des déclarations de plus-value, de moins-value et tout ça, il y a des cases assez précises à remplir. Et vous n'avez pas toutes les infos pour remplir toutes les cases. Donc c'est compliqué. Carso nous dit, c'est un énorme enfer à déclarer, je confirme, j'ai pris une boîte qui m'a tout fait. Ouais, alors, je pense que là, il y a un marché, effectivement. Après, il y a des super outils au niveau crypto comme Waltio. Il faut juste connecter ses brokers via une clé API et tout est fait, plus qu'à écarter les fesses et à laisser passer les impôts. Bon, tu as une vision un petit peu fécale, on va dire, des impôts. Mais on peut souscrire à ta vision un peu fécale des impôts. Les impôts sont l'engrais qui permettent de nourrir la terre nourricière de la France. C'est l'enfer si je dois tout déclarer. Meilleure excuse à opposer au fisc, ils vont adorer. Ah, c'est clair. On en parle de ton adresse à Malte. Tout le monde la connaît. Je suis dans la zone VIP des yachts sur le port de Malte. C'est quoi déjà la grande ville à Malte ? Malte. Oui, je pars dans les graviers, on est vendredi. Hein. Je fais ce que je veux. Malte. La capitale de Malte. La Valette. Bien sûr. Ma fameuse place VIP, gros yacht, on l'appelle, les places gros yacht à la Valette, la Valette, c'est ça ? Oui, la Valette. Regarde ton adresse fiscale. Non, c'est trop compliqué, monsieur. J'ai pas rempli tout ça, c'est trop compliqué. La capitale du pays est La Valette, hein, moi on me dit. Hein. Donc voilà, ça c'est fait. Oui, Tim Cook vient manger des chipolatas à La Valette. La France parle au français. Tim Cook vient manger des chipots à La Valette. La Valette, c'est à Toulon. Il faut croire qu'il y a une La Valette aussi à Malte. Hein. Ça va, les Toulonnais. Hein. Ramenez pas tout à vous. Vous êtes quand même vachement comme ça, hein, Toulon. Hein. La wallet. Mon adresse fiscale, c'est la wallet. Bref. Je vois que vous êtes autant en forme que moi ce matin.
Voilà, en tout cas, c'était le premier article. C'était un article, et on les remercie, de numérama.com. On passe à un article cette fois de combini.com. Let's go! Zerator a annoncé la date du Z-Event 2021 et un concert. Le boss du Twitch français et son comparse de toujours, Dash, étaient attendus de pied ferme. Ils ont annoncé hier les dates du Z-Event 2021. Ça sera le 29, 30 et 31 octobre prochain. C'est un événement caritatif. Je résume pour ceux qui ne connaissent pas le Z-Event. C'est un événement caritatif qui a été initié en 2016 avec le projet Avenger et qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années. Le concept est simple. Une cinquantaine de streamers et de streameuses se rassemblent et se relaient pendant 3 jours non-stop pour récolter un maximum de dons pour une cause humanitaire. Sauver le port de Malte. Non, je plaisante. Pour une cause humanitaire. Pendant ces 3 jours, la folie s'empare de Twitch et les réseaux sociaux alors que la cagnotte se remplit et que les donations goals, les défis que se donnent les participants, sont atteints. En 2017, la première édition du Z-Event a soutenu la Croix-Rouge française et a collecté 500 000 euros. En 2018, ce sont plus d'1 million d'euros qui ont été versés à Médecins sans frontières. En 2019, c'est l'Institut Pasteur et ça a été 3 500 000 euros, plus de 3 500 000 euros, ce qui représente un record mondial du marathon caritatif sur Twitch. Pour une fois qu'on peut faire les cocardiers, hein, on a le record mondial d'un stream marathon caritatif sur Twitch, sur la somme levée. Donc bravo, bravo. En 2020, malgré la crise sanitaire, ils ont quand même fait un Z-Event et cette fois, c'est 5 700 000 euros qui ont été récoltés pour Amnesty International. Et cette année, les dons récoltés iront à Action contre la faim, l'ONG qui a été fondée en 1979 et qui lutte contre la faim dans le monde. Pour info, la faim dans le monde a progressé de 18% en 2020. Voilà. Donc, il y a à faire. On estime qu'entre 720 millions et 811 millions de personnes ont été confrontées à la faim, la majorité vivant en Asie et plus de 30% en Afrique. Voilà, donc l'AFC, pas l'AFC, l'ACF, pardon, c'est important. Ça sera 52 streamers, streameuses, dont Zerator, qui participeront à l'event. On aura les habitués, hein, comme Mister MV, Magla, Antoine Daniel... Pardon. Yep. Antoine Daniel, Jill, Solari, Ponce, bien sûr, seront là. Mais on a des nouveaux cette année. Il y aura le célèbre duo de Michou et Inoxtag, youtubeurs phares de leur génération. Jean Massier, hein, qu'on connaît bien, qu'on connaît pas personnellement, mais dont on apprécie beaucoup les streams. Twitcher d'actualité politique. Et plein de beau monde. Je vais vous afficher la liste. Est-ce que je la lis ? J'ai envie de la lire. On aura Alex Click, AlphaCast, Aminem Mathieu, Angle Droit, Antoine Daniel, Bifresh, Bob Lennon, Kamak, Chap, Cho, Cho H1, il y en a que je connais pas du tout. Hein. Dame, Jenna, John, je sais pas comment elle prononce. Je vois qui c'est, mais je sais pas comment on prononce. DFG, Dwagby, Domingo, Étoile, Gius, Gob, Gom for Arts, Gomart plutôt, Gotaga, Inoxtag, Joueur du Grenier, Jean Massier, Jill Jiraya, GL Amaru, GL Fake, GL Tommy, Kameto, Kenny, Kotei, Lapi, Le Bouzeux, Lège, Little Big Well, Locklear. Comment ça va se passer entre Locklear et Zerator ? Je vous rappelle que Zerator, sans nommer qui que ce soit, a dit c'est bizarre quand même que des streamers qui sont à Malte viennent au Z-Event. Mais qui suis-je pour juger ? Là, je fais un peu mon journaliste fouille-merde à la recherche de clash. Mais j'aimerais... Voilà. Ça vaut le coup de regarder pour ça. Ça va être sympa. Ça va être rigolo. Il n'est pas à Malte ? C'est pas lui qui est à Malte ? Locklear ? Me trompe-je ? Si, c'est bien lui. Ça va être intéressant à regarder. LRB, Magla, que je découvre en ce moment et qui est absolument génial, hein, Magla.
Michou, Jill aussi, je découvre en ce moment, c'est vraiment bien. Michou, Mister MV, Moman, Mythos, Ponce, Rebedeter, Rivenzi, Sardoche, TPK, Trinity, Ultia, Wax, Xari, Zerator, le mégaphone. Il y en a certains, j'ai écorché, désolé, ma culture Twitch n'est pas extensive, même si je fais pas mal de rattrapage en ce moment. Ce drama de cours d'école. Ouais. Locklear a dit qu'il s'est fait troller, mais c'est de bonne guerre. Ouais. Ok, j'ai mal prononcé certains. Oui, j'en ai écorché, mais il y en a que je connais pas du tout. T'as l'impression de sortir de comme... Bah, c'est le monde des streamers plutôt gaming, même pas que, hein, pas que gaming. Bon, après, tu connais quand même le joueur du grenier. Tu connais Antoine Daniel. Tu connais pas AlphaCast, c'est vraiment bien aussi AlphaCast. Étoile, je vous conseille vraiment d'aller voir. Domingo, vous connaissez pas? Il n'y a pas Squeezie. Effectivement, notable, ou alors il a été oublié dans la liste. Mais a priori, il n'y a pas Squeezie. Donc Jean Massier, on en parlait, voilà, lui c'est pas un streamer habituel gaming. C'est bien, ça commence à avoir d'autres choses que le gaming dans le Z-Event, donc ça c'est plutôt bien quoi. Il n'y a pas Samuel Etienne non plus, mais c'est peut-être Samuel Etienne. Faut pas oublier que c'est pas son. Enfin, il a quand même un gros boulot à côté. Il est revenu, hein. Samuel, bah, peut-être qu'on le aidera tout à l'heure. Il est revenu sur Twitch. Euh, il fait toujours la matinée Étienne, mais là, oui, il sera pas au Z-Event. Après, je crois pas que comme le Z-Event, c'est quand même à base de jeux vidéo, beaucoup. Mais bon, oui, il a peut-être été invité, mais peut-être qu'il pouvait pas. Hein. Et Squeezie est pas dispo, quoi. Voilà, c'est tout. Bah, nous, c'est pareil. On a été invité, on a dit non, on n'est pas dispo. Moi, j'ai proposé de faire un 72 heures sur Humankind. Non, je plaisante. On est beaucoup trop petits pour. Nous n'existons pas sur le radar de ces gens-là. Mais bon, voilà, Zerator, si tu veux que non, 72 heures, je tiendrai jamais. Mais j'aurais pu faire un marathon Humankind. Avec une petite sieste à chaque passage d'air. Voilà. Ça m'intéresse de connaître d'autres avis, mais j'ai trouvé que Squeezie amenait une mauvaise vibe, trop concentré sur l'argent. Je sais, c'est le but, mais c'était exagéré. Je suis un peu content qu'il soit pas là. Écoute, c'est ton avis, hein, Nabil et Eric. Après, c'est vrai que voilà, quand tu fais une levée d'argent pour du caritatif, bah voilà, pour certaines personnes, faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein. Si tu veux qu'ils crachent de l'argent pour ton événement caritatif, faut pousser un petit peu. Hein. Naotech était invité, mais l'iPhone 13 tient pas la route. Quoi? Je me sens exclu. Non, pas du tout. On sait qui on est, on sait où on est. On est humble, on est une petite chaîne. On est tout petit sur Twitch. Enfin, pas tout petit, tout petit. Je veux pas être négatif, mais c'est pas négatif. Mais que ça soit dans le YouTube game ou dans le Twitch game, on n'est pas sur le radar de ces gens-là et c'est normal. Si Squeezie n'avait pas été là l'année dernière, il y aurait eu moins d'argent récolté. Peut-être. De toute façon, déjà, enfin, voilà, moi je termine là-dessus. Un énorme coup de chapeau à Zerator. Parce que organiser ce type de truc. Déjà, gérer, ne serait-ce que les susceptibilités. Parce que, on va pas se mentir, des gens qui sont à ces niveaux-là de notoriété dans leur domaine, il y a forcément un pourcentage d'entre eux qui ont des. Voilà, l'ego. Dans le showbiz, c'est normal. C'est des métiers aussi qui sont basés sur l'ego, quoi.
Donc, faut gérer les égos, hein. Et faire que tout se passe bien entre tous ces égos, chapeau, hein. Chapeau, chapeau. Bah, ils ont des melons. Non, parce que melon, c'est péjoratif. Enfin, moi, je pars quand même de l'hypothèse que tu ne fais pas ce type de métier si tu n'as pas un rapport un peu particulier à ton ego. Et je suis le premier à le dire. Moi-même, j'ai un rapport à mon ego qui fait que, même si c'est très conflictuel chez moi, parce que ça va vous faire rire, mais quelque part, je déteste être filmé, je déteste le son de ma voix, je n'aime pas me regarder, et même ça a été ma phobie pendant plein d'années. Et quelque part, c'est une psychothérapie que je fais avec vous, d'apparaître autant à l'image. Mais c'est effectivement un rapport à mon ego, d'aimer apparaître, même si c'est un amour-haine, c'est un rapport particulier à l'ego. Je pense pas qu'on devient acteur, je pense pas qu'on devient chanteur, je pense pas qu'on devient quelqu'un qui s'exprime devant une audience par hasard. Tu as un rapport particulier à ton ego. Non, je ne vous payerai pas pour la psychothérapie. Putain, sérieux, vous pensez qu'à l'argent, quoi. Euh, bref. En plus, si je dis pas de conneries, Zerator finance une partie du Z-Event sur ses fonds propres. Bah, en tout cas, pour organiser ce type d'event, tu dois avancer l'argent pour l'infrastructure. Après, est-ce qu'il rentre? Je sais pas, je suis pas dans la compta de Zerator, puis alors ça m'intéresse pas. Mais oui, il faut des fonds pour organiser ce type d'événement. Ouais. On ne pense pas qu'à l'argent, on pense aussi à la moula. Bref, pas trop compliqué de te regarder en vidéo. Ah si, si, non mais même après 10 ans de vidéo, il y a toujours un moment de souffrance, même si bien sûr je suis bien plus habitué maintenant. Mais je suis comme vous, je déteste entendre ma voix enregistrée et je déteste me voir, quoi. C'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose d'agréable. À quand un sponsor, mon petit Xanax? Et un matin, hop, va-t-il ressortir l'anecdote des lives bourrés? Ouais, je suis vraiment. Il y en a qui me suivent depuis trop longtemps, je radote, hein. Oui, mais c'est pas mes lives, mais mes premières vidéos, je les ai tournées en étant bien pompette, parce que sinon je les aurais jamais faites. Bah, enregistrer sa voix est-il un bon exercice? En fait, tu te réconcilies avec toi-même. Bien sûr, j'aime toujours pas, mais ça m'a réconcilié d'une certaine façon, effectivement, avec ma voix. Je sais pas pourquoi on parle de ça, mais bon, bref, on va passer à l'article suivant. On va parler, et c'est un article de tradingsat.com, on va parler d'OVH Cloud, introduction en bourse en bas de la fourchette pour le spécialiste tricolore du cloud computing. On va pas revenir sur les pannes qu'a subi OVH ces derniers jours. C'est vrai que ça tombe quand même super mal après les grands incendies, juste avant l'introduction en bourse. Est-ce que ça a conditionné la fourchette d'introduction en bourse? On peut le penser. Donc aujourd'hui, OVH va faire ses premiers pas sur Euronext Paris sur la base d'un prix d'introduction de 18,50 € par action. Fixé en bas de la fourchette visée, ce prix valorise donc l'entreprise à 3,5 millions d'euros. L'offre a suscité, selon l'entreprise, une forte demande émanant d'investisseurs institutionnels de premier rang en France et à l'étranger et a suscité du côté des particuliers en France la plus forte demande de participation pour une introduction en bourse dans le compartiment A d'Euronext Paris depuis 10 ans hors privatisation. Donc c'est vrai que c'est rare qu'en France, on ait une boîte de technologie qui arrive dans l'Euronext. Oula. Pourquoi mon article a sauté? Je le remets. Yep. C'est assez rare, donc je pense qu'il y a eu effectivement un engouement.
Je pense, le fait qu'une action française ou européenne, vous puissiez la faire rentrer dans le cadre d'un d'un PEA, pardon, un plan épargne action, qui permet une défiscalisation de vos plus-values au bout de 8 ans, si je ne me trompe pas, explique une partie de l'engouement. C'est rare de pouvoir acheter des actions de tech françaises ou européennes même dans le petit bouclier fiscal que représente le PEA. C'est 5 ans pour le PEA, donc ça a changé. Je croyais que c'était 8 ans. Euronext, c'est un indice boursier pour tout ce qui est start-up, technologie et tout ça à la Bourse de Paris. 8 ans, c'est l'assurance vie. Bah, tu vois, je suis le pire banquier du monde. Je suis nul. Le PAE est élargi à plus que l'Europe. Ah tiens, tu m'en apprends une. Je savais pas qu'on pouvait. En tout cas, tu peux pas acheter des actions américaines et les mettre dans un PEA. J'ai essayé. Oui, Euronext, c'est comme CAC 40. C'est en fait un regroupement d'un certain nombre de sociétés qui donne un indice boursier. Le CAC 40, c'est les plus grosses valorisations sur la bourse de Paris. C'est le CAC 40. Ouais, il faudrait que je m'en renseigne, hein. Plus besoin d'aller à Malte, mais c'est fantastique. Non, le PEA n'est pas bloqué, mais j'ai jamais dit qu'il était bloqué, ou alors c'est quelqu'un d'autre. Un PEA n'est pas bloqué, mais c'est juste qu'il faut le garder au moins 5 ans si tu veux avoir une défiscalisation de tes plus-values, en fait. Putain, on est technique hein, ce matin. Impôt, banque, waouh, 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 ça va devenir le mug ton argent. Comment on fait pour acheter une action OVH en tant que particulier? Faut que tu... Je vais te donner une réponse simple, vois avec ta banque, mais c'est pas forcément le meilleur conseil à te donner. Je veux pas trop mettre le doigt dans vous conseiller quoi que ce soit. Je vais surtout pas vous dire est-ce qu'il faut acheter de l'OVH ou pas. C'est pas mon rôle, je saurais pas le faire, je veux absolument pas être responsable. OVH peut s'effondrer complètement et le prix de l'action tomber à 0 € alors que vous l'auriez acheté 18,50. Ça peut aussi performer derrière, je n'en sais rien. Je n'ai absolument pas de boule de cristal là-dessus. Oui, on a déjà parlé des NFT et crypto en début d'émission de Black Sea, mais tu peux écouter le replay. Est-ce que le prix de l'action OVH peut flamber? En gros, OVH est un peu devenu le nouveau Note, c'était le Note 7 de Samsung. Vous allez me faire toutes les blagues sur le barbecue et OVH, hein? On est parti pour ça pendant combien d'années, hein? Et imaginez, vous achetez une action OVH sur un Note 7. Pyromane. Non, non, je veux surtout pas donner de conseils d'investissement. Franchement, vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous voulez. Surtout pas me mêler de ça, quoi. Scooby Radio, repose-moi la question en fin d'émission. Ta question est intéressante, mais on n'est pas là-dedans pour l'instant. Donc voilà, bonne chance à OVH pour son introduction en bourse. Ils ont besoin de faire une bonne levée de capital, notamment pour affronter les autres hein, sur le marché mondial. Donc bonne chance au groupe OVH. Et encore plus bonne chance parce que c'est pas facile d'être dans... Quand on se moque... Enfin, quand la presse et le grand public se moquent de vous, peut-être a raison, et j'entends, hein, je reprends ce que Guillaume disait hier, j'entends que certains d'entre vous, à cause des problèmes d'OVH, ça leur a causé des gros problèmes dans leur boulot. Donc c'est tout à fait légitime d'en vouloir à OVH pour des problèmes de panne. Je ne suis pas en train de défendre OVH. Je dis juste bonne chance OVH. C'est, vous avez, voilà, il faut du courage pour affronter des situations quand elles sont pas faciles.
Voilà. Et j'ai une certaine, du respect pour Octave Klaba, sans admiration parce que je ne connais pas le personnage, mais j'ai du respect, voilà, pour ce qu'il fait. Vous devez acheter des éclairs. Et les gars, la nouvelle actualité d'OVH, c'est plus l'incendie, hein. C'est les pannes. Donc vous devriez être normalement plutôt sur les blagues vaseuses, sur les stagiaires, là. Non, vous êtes bloqués sur le feu, hein, bande de pyromanes. Euh, en parlant d'OVH, Shadow est encore dans le coup. J'ai pas plus d'infos que ça sur Shadow. Shadow est encore là. Mon Shadow fonctionne très bien. Ils ont vendu, je crois, leurs 5000 nouveaux Shadow. Je pense qu'ils préparent la suite, mais j'ai pas d'infos sur la suite. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, mon Shadow marche nickel. Et vous le verrez peut-être ce soir si vous me suivez en gaming, puisque je joue essentiellement sur mon Shadow. Euh, il livre sous 3 jours ouvrés maintenant, mais les configurations proposées sont un peu dépassées. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as besoin d'une config d'aujourd'hui pour tes jeux? Ça dépend de tes jeux. Est-ce que l'offre reste intéressante avec la config actuelle? Je pense d'un point de vue hardware, je suis d'accord que la config actuelle des Shadow commence à être un peu vieille. Mais si tu es quelqu'un qui a besoin de jouer sur plusieurs ordinateurs différents, euh, Shadow garde un autre avantage que sa config, c'est le fait de pouvoir jouer partout. Donc ça peut valoir le coup, pour certains. Bref, on va pas repartir sur Shadow, mais la question était légitime. J'aimerais parler un peu de LinkedIn. On le sait, aujourd'hui, Internet, le web en Chine, c'est pas le même web que nous. Mais vraiment pas, et de moins en moins. Facebook, Google, Twitter ne sont pas présents en Chine. Les autorités chinoises ont refusé catégoriquement de laisser l'info circuler librement sur leur sol. On pourrait dire que la Chine a une politique anti-GAFAM extrêmement efficace. Anti-liberté d'expression aussi, hein. Mais LinkedIn était encore en Chine. Mais ça va être terminé. Le réseau social professionnel qui est détenu par Microsoft vient d'annoncer qu'ils allaient mettre fin à la version locale de LinkedIn qu'ils avaient élaborée en Chine, qui avait été lancée en 2014. Nous savions qu'opérer une version locale de LinkedIn pour la Chine impliquerait de respecter le cadre donné par les autorités chinoises. Alors, je vais vous faire le cadre des autorités chinoises. Voilà, je le fais en mime. Voilà, ça c'est le cadre des autorités chinoises. C'est un petit cadre bien serré. Nous impliquerait de respecter le cadre donné par les autorités chinoises aux plateformes Internet. Nous supportons fermement la liberté d'expression, mais nous avions adopté cette approche afin de créer de la valeur pour nos membres en Chine et dans le monde entier, a fait valoir LinkedIn. Donc là, on se dit, LinkedIn, bravo. Vous n'acceptez pas le cadre réglementaire chinois, vous défendez la liberté d'expression, même si ça va à l'encontre de votre business et que vous perdez le marché chinois. Bravo, bravo. Ce que LinkedIn dit en fin de truc, oui, alors, on s'en va, mais on va lancer un nouveau réseau qui va s'appeler InJob. Donc ça va pas s'appeler LinkedIn, mais on lance InJob en Chine, qui va aider les candidats et les entreprises chinoises à repérer les offres et les profils respectivement pertinents pour eux. Cette application ne contiendra en revanche aucun flux social et n'autorisera pas non plus le partage de publications ou d'articles. Ok, donc je résume, hein, dites-moi si je me trompe LinkedIn. Vous changez juste le nom de LinkedIn et vous enlevez tout ce qui permettait aux gens de communiquer entre eux et éventuellement tout ce qui était liberté d'expression et vous baptisez le truc InJob. Ok. Ok. T'as une trace noire là sur ton collant, chevalier blanc.
marron un peu marronasse quand même. Non, mais je veux pas les charger. Je veux dire, c'est extrêmement impossible pour une entreprise de se fermer un marché comme la Chine. Et d'un côté, c'est plutôt habile de dire non, LinkedIn restera LinkedIn. LinkedIn, vous aurez toujours le droit de parler. Nous respectons la liberté d'expression dans le produit LinkedIn. Bon, les Chinois, on vous fait une version sans les réseaux sociaux, ça va s'appeler InJobs. Voilà. Bref. On peut. C'est trop facile de votre côté de dire oh là là, les opportunistes, ils continuent à faire des affaires avec les Chinois, donc ils se plient. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Tu veux faire du business en Chine, il faut se plier au gouvernement chinois. Et le gouvernement chinois, il veut pas que les gens soient libres. Voilà, je vous la fais vraiment géopolitique pour les nuls. Ils veulent pas que les gens puissent s'exprimer librement sur les réseaux. Ah. Je donne même pas un avis. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'ai mon avis personnel sur la question. Tu veux faire du business en Chine, t'acceptes les lois de la Chine. Tu veux faire du business en France, t'acceptes la loi de la France. Tu veux changer le monde, fais pas de business avec la Chine. Je suis très réel politique, hein. Après, bien évidemment, il y a une partie de moi qui dit putain, ça serait beau quand même si ces mecs crachaient à la gueule du gouvernement chinois en disant ok, vous voulez plus de nous. C'est quelque part, c'est un peu ce que les Américains ont fait aussi, hein, avec certains trucs. C'est-à-dire jusqu'où on est prêt à accepter les exigences du gouvernement chinois pour faire du commerce avec eux. Jusqu'où on est prêt à aller, en fait. C'est ça la question. Parce que c'est facile de dire ah, mais les méchants chinois, ne faisons plus du tout d'argent avec eux. Ah ouais, mais hey, t'as des salariés, t'as des emplois à payer derrière, t'as à investir un marché. Enfin voilà, c'est pas si facile. Vous, là, vous êtes dans votre fauteuil, votre chaise ou sur votre trône, en train de boire votre bol de café. C'est facile de s'offusquer et de dire oh, mais on devrait plus faire de commerce avec la Chine parce qu'ils sont méchants, c'est une dictature. Ouais, mais c'est pas une décision facile à prendre. Bah, en fait, là où je dis c'est de la réelle politique qu'ils font LinkedIn. En fait, ils restent en Chine. Ils disent qu'ils vont arrêter LinkedIn en Chine. Non, ils vont faire un LinkedIn sans les fonctions de communication pour la Chine, en lui donnant un autre nom. C'est tout, en fait. Je m'offusque. T'as raison, c'est un muscle le matin. Offusquez-vous au réveil. On va terminer avec nos étudiants sont tellement intelligents. Non, honnêtement, c'est plutôt malin. Je vais vous passer une vidéo. C'est grâce à iOS 15. Attendez. Yep. C'est grâce à iOS 15 qu'on peut faire ce genre de choses. Donc les étudiants disent merci à Apple. Vous allez comprendre. Attendez, je vais la repasser au début. Voilà. Donc on voit un étudiant qui prend une photo de l'écran de l'ordinateur d'un de ses collègues, qui prend des notes et qui fait très simplement un copier-coller des notes de son voisin de devant. Hein? Comment prendre? No joke, j'ai fait exactement ça hier. Alors, attention, avant que les anti-Apple se réveillent, là. Couchez. Couchez les anti-Apple. Oui, on peut scanner du texte sur une image depuis bien avant qu'Apple l'ait mis dans iOS 15. On pouvait faire ça avec Google depuis hyper longtemps. Et Apple fait passer ça pour une nouveauté. Salaud Apple, on s'indigne. Vous avez raison. On pouvait faire ça depuis très longtemps avec Google. Depuis le néolithique avec Google, on pouvait faire ça. De copier du texte l'OCR. Jérôme, on pouvait faire ça avant iOS. Hein. Vous avez raison. Mais je trouve que la reconnaissance de caractère dans les photos
Apple a fait ce que Apple fait de mieux. Ils ont rendu le truc tellement facile et un peu magique. Essayez sur une de vos photos, si vous avez iOS, de sélectionner le texte d'une pancarte. Et tu vois, c'est con, hein, mais d'avoir pensé à mettre les mêmes outils d'édition que le texte dans un traitement de texte sur une photo, ça rend le truc magique. De pouvoir slider ton doigt et sélectionner du texte dans une photo exactement comme si tu étais sur un traitement de texte, quelle que soit l'inclinaison du texte et tout, en fait, ils ont rendu la fonction qui existait depuis bien longtemps, ils l'ont rendue évidente, Apple. Et en fait, c'est absolument génial. Moi, je l'ai utilisé pour la première fois en Italie pour traduire un menu. Tu sélectionnes ton menu, tu prends une photo de ton menu, tu le sélectionnes en bleu là, tu sélectionnes ton menu, tu fais traduire, boum. Et c'est là tu te dis waouh, c'est trop bien en fait ce que j'ai. Je l'ai eu où la vidéo dans un article. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un article de Cult of Mac. Et la personne qui a tweeté cette vidéo, c'est Juan Bui. C'est son Twitter. Juan Bui. A priori, ça a l'air français parce qu'on voit copier. Hein. Mais Google Traduction, c'est en temps réel. Non, mais je sais. Mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le fait de pouvoir sélectionner ton texte dans la photo, c'est... Moi, j'avais Google Traduction, je pouvais traduire du texte depuis... Les Google, ça existe depuis 10 ans. Mais je ne faisais jamais. Le mec, c'est une feignasse. Du coup, on sait maintenant que le client Apple est bobo et neuneux. Mais t'as bien raison, Electric Tribe. Un petit peu d'Apple hater le matin, ces pigeons là. Mais j'avoue que ça risque de poser quand même des gros problèmes. Là, on voit, c'est de la prise de notes. Donc, c'est déjà un peu cheaté. Mais imaginez dans les concours. Autrefois, mon époque, quand on voulait pomper sur son voisin, on devenait assez expérimenté dans le coup d'œil forcé avec la tête droite. Voilà, le fameux coup d'œil. Mhm, mhm. Mais il fallait le faire plein de fois, quoi. Avec le pion qui te surveillait, c'était pas évident, quoi. Donc, je l'ai jamais fait, hein. Maman, je l'ai jamais fait. Promis, je l'ai jamais fait. Si, en plus, je me suis fait choper et ma mère le sait. J'étais en conseil de classe. Euh, Vendredi, confession. J'ai copié à l'école. Et je me suis fait choper. Je suis passé en conseil de classe. Et ma mère était là. Putain, je me suis pris un savon. Bref, c'est comme ça qu'on faisait autrefois. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. T'arrives, t'attends que le mec il est fini. Photo, copier, coller. Tranquille. Moi, je trouve ça génial, Il y a un truc quand même sur les gens, mais c'est pareil. Moi, j'étais du genre à rentrer des trucs dans ma calculette, à passer des soirées entières, à mettre des pompes, des anti-sèches dans la calculette, dans des rouleaux de papier, J'avoue, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Je reste admiratif de la créativité qu'ont les tricheurs. C'est pas bien, faut pas le faire, faites pas ça chez vous. Hein, vous allez terminer streamer à 8 heures du matin. Voilà où ça mène, hein, de copier à l'école. Donc le faites pas. Mais la créativité dont ont toujours fait part les gens pour... Et c'est le paradoxe. Parfois, par flemme, on fait plus d'efforts que si on devait faire le boulot. Écrire des pompes sur la gomme, ouais. Le truc, c'est que si t'as pas un objectif avec un capteur téléobjectif, t'es cramé tout de suite d'aller coller sur l'écran d'en face. Ouais, non, mais honnêtement, aujourd'hui, je suis sûr que la plupart des...
C'est tellement facile. À la limite, tu te mets d'accord avec ton pote. C'est lui-même qui prend une photo de son truc, le bon de la classe, et il envoie à tout le monde. Tout le monde le paye en crypto-monnaie. Business. Business is business, hein. Il y a quelques jours, des Indiens se sont fait gauler avec des claquettes connectées en Bluetooth reliées à une oreillette lors du concours pour devenir professeur. Attends, il y a un truc chimère. Ah oui, non, il y avait du Bluetooth. Parce que j'imagine, j'imagine quand même le mec qui a une oreillette filaire jusqu'à sa claquette, quoi. Le truc, c'est quand même pas hyper malin. Et puis voilà, et en plus, si vous vous mettez à copier à l'école, vous allez terminer streamer à Malte. Voilà. Et si on met une NFT sur la copie du pote, on gagne quoi? Bah de quoi le payer en Bitcoin? Euh, Avec module carte SIM. Non mais la créativité des mecs, c'est fou quoi. Après, j'avoue que cette fonction de pouvoir... moi, je le fais tout le temps maintenant. Enfin, je fais tout le temps. Dès que il y a une... par exemple, l'autre jour, on m'a tendu une carte de visite. Scanner tout de suite maintenant. Je prends l'habitude. Mais même un post-it où je dois noter une info, je me fais plus chier à la recopier sur note. Photo, copier, coller, boum, boum. C'est juste génial, quoi. J'ai triché avec ma Sony Smartwatch quand c'était pas démocratisé. Maintenant, ils les interdisent en partiel. Tu m'étonnes. Ça doit être tellement facile aujourd'hui de... Là-dessus, voilà, t'affiches Wikipédia là-dessus sans problème, hein. Eh ben moi, j'ai un QR code sur mes cartes de visite. Mais t'es un malin, Olek. T'es un malin. T'es un malin. Mais en fait, t'as même plus besoin d'un QR code, en fait, dans l'absolu. Mais c'est vrai que, alors, voilà, d'une génération de pompeurs à une autre, la pompe est devenue tellement facile que maintenant, le plus difficile, ça doit être de trier tes données pour pas être submergé. Nous, bah voilà, il fallait le temps quand même d'écrire sur des tout petits papiers avec une mine de critérium, tes pompes, ou de les rentrer dans la calculette. C'était laborieux, hein. Et oui, vous avez raison, les non-pompeurs. On aurait mieux fait de passer ce temps à apprendre nos cours plutôt que de travailler sur des pompes. Vous avez complètement raison. Mais bon. Euh, Bref, moi j'ai trouvé ça rigolo. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà. C'est rigolo ce détournement de la technologie. C'est bien évidemment Tim Cook n'avait pas vraiment pensé à ça en disant à ses jeunes ingénieurs de déployer la fonction dans iOS 15, hein. Que les étudiants allaient pouvoir pomper les notes des autres hyper facilement. J'ai appris à coder en basique grâce à la pompe sur Calculette, donc aucun regret. Bah, voilà. Les contrôles, j'ai du mal à comprendre le concept de se forcer à faire du copier-coller mental. Oui, après, on va pas rentrer dans les principes d'éducation. Moi, je vous propose plutôt quelque chose de super, juste avant de passer à la tartine. Si je vous parlais un petit peu de nos sponsors, moi, je pense que ça serait un truc super. Et on va déjà parler effectivement de notre sponsor Bitdefender. Bitdefender, avec notamment Bitdefender Total Security, hein, que vous voyez, c'est la formule du milieu. En tout cas, ceux qui ont l'image, vous allez pouvoir protéger tous vos appareils de manière centralisée. Que ça soit Android, iOS, macOS ou encore Windows, vous n'aurez plus à vous soucier de votre sécurité. La technologie primée, les technologies plutôt
primé de Bitdefender vous offre le meilleur niveau de protection contre tous les types de menaces en ligne, y compris les ransomware, sans jamais ralentir vos appareils. Et la protection est totale. L'antivirus intelligent protège même contre les ransomware, comme je l'ai dit, la protection de la vie privée, le blocage des fraudes sur le web, protection de votre webcam et de votre micro, localisation en cas de vol, pare-feu, contrôle parental et tutti quanti. Vous aurez l'esprit tranquille et ça sur jusqu'à 5 de vos appareils pour le même forfait. Si vous êtes intéressé, utilisez le lien qu'on vous donne dans le chat, mais qui sera aussi dans le texte du replay de l'émission, pour avoir utilisé bien notre lien, hein. Comme ça, ils sauront que vous venez de notre part. Nous, on remercie en tout cas Bitdefender de nous permettre de vous offrir ce live en toute indépendance. Et j'aimerais également remercier notre deuxième sponsor, que je vais afficher, qui est Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, vous le savez, c'est un placement financier. Donc, on ne va pas vous dire qu'il faut placer votre argent. Nous, on fait juste la promotion de la technologie autour de Mon Petit Placement, de la solution. Mais nous ne sommes pas là pour vous dire qu'il faut faire un placement ou pas faire un placement. Ce n'est pas notre rôle, c'est plus le rôle, d'ailleurs, des gens de Mon Petit Placement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire des placements à partir de 300 €, que vous ne payerez Mon Petit Placement que sur les plus-values. Hein, on a expliqué ce matin les plus-values que vous ferez sur votre placement. En gros, si vous faites des moins-values, vous ne payerez pas quoi que ce soit pour Mon Petit Placement. Qu'ils ont des vrais conseillers en chair et en os pour vous aider, qu'ils ont tout un questionnaire pour vous aider à déterminer quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre pour votre placement. Bref, plein de choses pour vous accompagner. Si c'est votre premier placement et que ça vous fait peur, moi, je vous conseille d'aller vous renseigner chez Mon Petit Placement. On a mis un lien également pour que vous puissiez aller remplir le questionnaire pour déterminer quel est votre profil pour le petit placement. Et vous pouvez utiliser, si vous souscrivez à Mon Petit Placement, notre code NOWTECH et vous aurez 30%. Je vérifie si c'est bien ça. C'est 30%. Putain, j'aurais dû mettre les deux sur la même fiche. C'est bien ça, c'est 30% sur vos commissions à la performance la première année en utilisant le code NOWTECH. On remercie également Mon Petit Placement de nous permettre de vous proposer ce live en toute indépendance. Et je vous propose maintenant que nous passions à la tartine. La tartine aujourd'hui, je piétine le territoire de Marion. On va parler un peu de streaming, de culture streaming. Qu'est-ce qu'on regarde sur nos flux de streaming? Et on va parler de Squid Game. Alors Squid Game, j'en fais un bref résumé pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène. C'est juste la plus grosse série Netflix qui a largement dépassé... que ce soit Lupin, Witcher ou les autres qui étaient des très... je crois que c'est Bridgerton qui tenait le haut du pavé chez Netflix avant que Squid Game arrive. C'est une série coréenne. Pour faire le pitch en 2 mots, il regroupe, je sais plus, 500 personnes, je crois. Des personnes qui sont endettées, qui ont des gros problèmes d'argent. Et ils leur font jouer à des jeux d'enfants, d'où le nom Squid Game, qui est le nom d'un jeu très populaire chez les enfants en Corée. 400, ils sont 456. Ouais, 456, merci. Et on les regroupe et on leur dit, bah, si vous gagnez à ces jeux, celui qui gagnera à tous ces jeux remportera, c'est des millions et des millions de... C'est Yuan, la monnaie coréenne, je crois. Non, ça c'est chinois. Merde, c'est quoi déjà C'est quoi déjà la monnaie en Corée du Sud? Aidez-moi. Le won, merci. On prononce comme ça, le won. L'équivalent de 33 millions d'euros. Voilà. Et en gros, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant sur les 456 du départ. Mais la contrepartie, c'est que si vous perdez au jeu, bah vous mourrez. On vous tire une balle dans la tête.
mais littéralement. Donc c'est une série extrêmement violente. Très rapidement sur la série, moi je l'ai regardée jusqu'au bout. Je l'ai trouvé bien, mais pas... Personnellement, j'ai pas crié au génie. Je comprends pourquoi elle marche aussi bien. Parce qu'il y a tous les ingrédients pour une bonne série. Il y a un espèce de voyeurisme également qu'on peut avoir, nous, occidentaux, sur Et pour une fois, c'est pas une série... les séries qu'on trouve généralement... Disons que quelque part, ça m'a fait penser à Parasite. Parasite, excellent film de Corée du Sud, qui parle d'une facette qu'on connaît pas très bien de la Corée. Qui sont un peu les laissés pour compte de la société coréenne qui est extrêmement compétitive. Et en ça, la lecture de Squid Game est intéressante. C'est une métaphore de la société coréenne qui, effectivement, alors, bref, historique de la Corée du Sud, vous savez que ça a été un pays qui a été en guerre, beaucoup en guerre, qui a été séparé. Il y a une Corée du Nord, une Corée du Sud. La Corée du Sud a été un pays presque en voie de... Enfin, presque un pays sous-développé à une époque. Et ils ont un peu décidé de sacrifier plusieurs générations pour hisser la Corée du Sud au niveau économique où elle en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la 4e puissance... pardon. La 14e, tais-toi. La 14e économie mondiale. Je m'en occupe. Mais tais-toi, je t'ai pas causé, toi. Tu t'occupes de quoi? Qu'est-ce qu'il va me faire, là? J'ai toujours peur quand Siri prend des initiatives. Bref. Ça faisait longtemps hein, que Siri s'était pas invité dans le mug. Hein. Bref. Aujourd'hui, 14e économie mondiale, et c'est un pays extrêmement compétitif. C'est vraiment, si vous n'avez pas vu Parasite, regardez-le, c'est un pays où il y a une pauvreté. Il y a une pauvreté assez... Il y a des laissés pour compte, en fait. Il y a des laissés pour compte. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, la Corée du Nord, bref, historique aussi, dictature... avec un vernis communiste, maintenu d'une poigne de fer par une famille, hein, les Kim, depuis 1956, je crois, depuis 3 générations, par la même famille, en fait, la famille Kim. Juste pour donner un ordre d'idée, le PIB actuel de la Corée du Nord, c'est 27 milliards de dollars. Le PIB de la Corée du Sud, c'est 1500 milliards de dollars, le PIB. Voilà, en PIB. Parasite est très caricatural et condamne les riches parce qu'ils sont riches. Il y a plusieurs lectures, mais globalement quand même, la Corée a aujourd'hui un problème, la Corée du Sud a un problème avec la répartition de ses richesses. En tout cas, on sent dans certains mouvements culturels en Corée du Sud qu'il y a manifestement des laissés pour compte qui sont dans un état de désespoir à tel point qu'ils pourraient accepter un jeu dans lequel, c'est un peu ce que dit Squid Game, il y a des gens en Corée qui sont dans un tel niveau de désespoir par rapport à cette compétitivité entre les individus qu'ils pourraient accepter de mourir ou de gagner gros lot, puisque de toute façon, ils se prennent déjà une balle dans la tête par la société. Et ça devient des morts vivants de la société. On a la même chose hein, aussi en France, mais on n'a pas une société aussi compétitive que les... Lisez un petit peu et regardez un petit peu justement des séries coréennes. C'est un peu comme le Japon aussi. Les gens sont très compétitifs entre eux. On compare ses notes avec les notes des autres élèves. Il faut être le meilleur.
Ça induit une pression sociale. On connaît les problèmes par exemple, de suicide au Japon ou ce genre de choses. Il y a une pression sociale liée à la réussite économique, une obsession autour de l'argent. On l'a un peu moins en France. On a d'autres problèmes, hein, je vous rassure. Tout ça pour dire. La Corée du Nord, bah eux, ils ont, même si c'est pas diffusé chez eux, ils n'ont pas Netflix, hein, la Corée du Nord, mais bien évidemment, c'est pour eux, il y a des choses. Et du coup, la Corée du Nord a dit, ah, Kim, il a regardé Squid Game, il a dit, ah, eh ben Squid Game, c'est la démonstration parfaite que le capitalisme ne fonctionne pas et qu'on est beaucoup plus heureux dans la Corée du Nord. Puisque, ils le disent, hein, le gouvernement de la Corée du Nord a cité Squid Game en disant Squid Game fait prendre conscience de la triste réalité de la brutale société sud-coréenne, dans laquelle les êtres humains sont poussés à la compétition de manière extrême et où leur humanité est en train d'être anéantie. Il précise également, le gouvernement nord-coréen, le processus de centaines de personnes qui sont forcées à vivre une vie infernale, luttant contre les dettes insupportables, dans un jeu brutal où elles s'entretuent pour réclamer l'argent qui revient au seul gagnant. Et là, j'invente le troisième paragraphe que n'a pas dit le gouvernement, en disant « On est tellement plus heureux en Corée du Nord, où finalement personne ne gagne d'argent, et que si jamais vous dites quelque chose, vous disparaissez dans nos camps. » Voilà, choisis ton camp, camarade. Kim président. Non mais, je veux pas, on va pas partir dans la politique. On connaît les ravages du capitalisme. Il faut les combattre. Et je suis le premier à dire, pourtant vous savez que je suis plutôt un libéral et que je trouve qu'il y a des vertus au capitalisme. Oui, j'ose le dire. Il y a des vertus au capitalisme, mais pas que. Comme tout couteau qui est un bon outil, c'est un couteau à double tranchant, le capitalisme, et mal utilisé peut créer des ravages et tuer des gens. Le capitalisme... Oula, attention Jérôme, à ce qui s'est passé. Je ne vais pas dire ça. Voilà, le capitalisme peut créer des grands drames sociétaux. Et je suis le premier à le reconnaître. Et on connaît les ravages que peut faire le capitalisme. On l'a vu en Russie, on l'a vu dans d'autres pays, on le voit dans nos pays aussi. Néanmoins, dire, finalement, le bonheur, c'est de refuser tout capitalisme et de vivre dans une société où le capitalisme n'existe pas, où toute l'économie est planifiée, mais où tout est planifié, où la liberté individuelle n'existe plus. Ça donne pas envie non plus. Alors, je sais, il y a plein d'intermédiaires. J'ai un discours très extrême, mais là, c'est drôle de voir quand même que la Corée du Nord, qui est quand même un pays jusqu'au boutiste politiquement, s'emparer d'un phénomène culturel qui dénonce le capitalisme et de dire, voilà, vous voyez, c'est un reportage sur la Corée du Sud. Les gens se tirent dessus pour gagner de l'argent. Je trouve ça intéressant. Alors, pourquoi quelqu'un parle de verrues plantaires dans le chat, quoi ? J'aimerais juste comprendre comment vous êtes arrivés aux verrues plantaires, là, les gars. C'est un jeu de mots, d'accord. La planification existe dans les sociétés capitalistes, par exemple, les commandes d'État. Je sens que Oui, non, mais t'as raison aussi. Enfin, toute l'économie n'est pas planifiée. On est d'accord là-dessus ? C'est rigolo qu'ils disent ça en sachant qu'il me semble que dans la série, un des persos principaux a fui la Corée du Nord pour la Corée du Sud. Ouais, la série dénonce aussi la ségrégation... Enfin, des formes de racisme qu'ils ont en Corée du Sud. On voit avec un travailleur émigré, on le voit aussi avec un transfuge de Corée du Nord qui a fui la Corée du Nord, la fille. Comme elle est. On voit aussi le sexisme de la société coréenne, où les femmes sont considérées comme mineures dans la société et dans la série. D'ailleurs, certains condamnent cette série parce qu'ils l'ont pris littéralement. Moi, je l'ai vraiment pris comme une condamnation de la société sud-coréenne. Je l'ai vu comme justement
une, une dénonciation de ce qui ne va pas dans la société sud-coréenne. Honnêtement, alors certains s'offusquent de la violence de Squid Game. La violence de Squid Game, elle est tellement ketchup pour moi. Et puis là encore, c'est que vous connaissez pas bien le rapport à la violence visuelle de la culture asiatique dans son général. On va dire la culture coréo-japonaise, chinoise, de production audiovisuelle. Moi, honnêtement, la violence... Alors, après, il y a une violence morale. Il y a des choses dures dans la série. La violence avec du sang qui gicle partout, comme je vous dis, j'ai trouvé ça tellement ketchup que ça m'a pas... Il n'y a aucune dénonciation, c'est juste du trauma porn facile. C'est ton avis, Vincent, c'est pas le mien. Alors, je sais hein, que ça a été... D'ailleurs, c'est pas un hasard. Il y a des séries et des films japonais qui ont beaucoup inspiré Squid Game. Comme quoi, il y a des obsessions, on va dire, des pays riches asiatiques et des problèmes. C'est des pays quand même qui sont sortis. Le Japon aussi hein, a dû sortir d'une pauvreté extrême en sacrifiant un certain nombre de générations pour remonter sa situation économique. Les quatre dragons sont globalement des pays qui, il n'y a pas si longtemps dans l'histoire, ont beaucoup souffert et sont arrivés à s'ériger à un niveau économique très haut. Et c'est pas sans conséquence. Oui, oui, Battle Royale, effectivement, film japonais. Voilà, ça a inspiré, on sait même visuellement, ça a inspiré Squid Game. De toute façon, et c'est intéressant à suivre, euh, les porosités qu'il y a, beaucoup plus fortes en ce moment, entre la Corée et le Japon. Là où c'est gênant, c'est que les sixièmes ne parlent que de ça dans la cour. Après, c'est pas le problème de la série, juste que les parents doivent apprendre à mettre un contrôle parental sur Netflix. Oui, Quentin, moi, mon époque, les parents s'inquiétaient beaucoup parce qu'on jouait à Donjons et Dragons où on affrontait des diables avec des épées et que il y avait du sang et des femmes nues sur les règles de Donjons et Dragons. Je crois que la préoccupation... Mais après, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention de ce qu'on montre aux enfants. La fascination des enfants pour des images violentes existe depuis... Je pense que dans la Rome antique, on n'a peut-être pas retrouvé les textes, mais certains parents devaient s'inquiéter de la présence des enfants au Colisée à voir des gladiateurs s'entretuer. C'était quand même un peu inquiétant. Quelle image on donne à nos enfants? Donc, ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas nouveau. C'est tout ce que je veux dire. J'adore le romantique. Bande de bois sans soif. Il y a des écoles en Suisse où les enfants jouent à Squid Game et tapent sur les autres qui perdent. Écoute, moi, à mon époque, on n'avait pas besoin de Squid Game. Hein. On avait le jeu de la chaise où on mettait quelqu'un sur le tabouret et on le tapait jusqu'à ce qu'il tombe. Hein. Il y a pas... En fait, ce que je veux dire, c'est que les gamins n'ont pas attendu Squid Game pour se mettre sur la gueule. Après, voilà, ça leur a donné un cadre pour se mettre sur la gueule. Nous, on se tirait dessus avec des fusils à plomb, hein, quand même, à mon époque. Hein. Donc, de dire, oui, moi, à mon époque, on n'était pas aussi violent. Eh, les gars, vous avez la mémoire courte. Hein. De toute façon, mettre des nions dans la gueule des autres, franchement, on n'a pas attendu Squid Game. Hein. Et c'était pareil. On disait aussi, ouais, les parents, ils éduquent pas leurs enfants, ils se battent. Sérieux. Non, mais sérieux. Oui, oui, on se tirait vraiment dessus à la carabine à plomb, oui. Oui, oui, bah on est allé se faire enlever des plombs par des médecins, oui. Oui, oui. Non, mais on était très très cons, hein. Mais nous, c'est pas. Mais
Quand je repense à des trucs que j'ai fait gamin, mais je m'étonne que je sois pas mort quand même. Hein. On se lançait des cailloux à la gueule, nous, on trouvait ça marrant. Mais pas, je vous parle pas d'un gravier, hein. Ça, c'est maintenant que je vous lance des graviers à la gueule. Mais je me souviens quand même, on était mais tarés avec des. Alors, on se les balançait pour se faire peur. On prenait des parpaings et on se les lançait dessus. Et il fallait que ça atterrisse. Et il fallait pas que l'autre recule. Ah oui, de temps en temps, on s'est bien écrasé les pieds. Oui, il y a eu quelques orteils avec radio et partie à l'hosto, ouais. Donc, voilà, euh, me faites pas croire que Squid Game rend les gamins violents, quoi. Non, mais on était tarés. Nous, on mettait des pétards mammouths dans des bouteilles de bière et on devait pas s'éloigner de la bouteille de bière, sinon on était un lâche. Alors, on avait le droit de tourner le dos quand même. Comme ça, on se prenait les éclats de verre derrière. Maman, si tu écoutes ce live, je suis un survivant. Ah non, mais on était débiles, mais vous pouvez pas imaginer à quel point on était débiles. Surtout, ne faites pas écouter ce live à vos enfants. Hein. Ne faites pas ça, les enfants. Ah non, mais franchement, et là, je vous raconte encore les trucs racontables. Je vous raconte les trucs racontables. En vrai, et je suis d'accord, voilà, les gamins ne s'améliorent pas. C'est peut-être le constat qu'on peut faire. Les gamins se mettent sur la gueule. Et font des conneries, quoi. Ils entraînent les soldats tchétchènes comme ça maintenant. Non, mais j'avoue que j'avais une bande de potes. On était quand même pas bien dans la tête. Hein. Et il quitta un job lucratif pour faire fortune avec son téléphone sur Internet. Oui, ça m'a peut-être donné un petit côté un peu casse-cou, oui. Inconscient. Non, mais honnêtement, heureusement que les parents ne savent pas ce que font les gamins, la plupart du temps. Hein. Parce que sinon, on dormirait pas la nuit. Hein. Non, mais ça se limite, ça allait encore. Ils jouaient à 1, 2, 3 soleil. Après ton live, les gosses vont se lancer des parpaings et j'en passe. Merci, Jérôme. De rien. De rien. On aura un article. Putain, il est 9h30, merde. On aura un article dans les journaux la semaine prochaine. Un live sur Twitch incite les enfants à se lancer des parpaings dessus. Non, ne le faites pas, les enfants. Ne le faites pas. Hein? Allez, il est l'heure de couper le live. Désolé, on va pas avoir de cornfac aujourd'hui. Il faut que je coupe. Quelques infos à vous donner quand même importantes. Il y a une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui, qui, à mon avis, c'est pas parce que je l'ai écrite, mais à mon avis, est intéressante. Alors, on l'avait déjà faite, mais sous d'autres variantes. Là, on l'a fait chez Nikon. Hein. C'est une vidéo qui est sponsorisée par Nikon. Avec Albert, on va vous expliquer les vraies différences entre les smartphones et les appareils photo dédiés. Parce que, voilà, le marketing des fabricants d'appareils photo vous fait croire que les smartphones font des photos comme un appareil photo dédié. Bon, alors là, c'est pas un numérique, mais en gros, vous comprenez. Le marketing, et on dénonce un peu ce marketing dans cette vidéo, on vous explique en quoi un smartphone est un bon appareil photo, mais qui fonctionne pas pareil qu'un appareil photo dédié. Donc ça, c'est une vidéo qui devrait sortir aujourd'hui. Partagez-la, machin, soutenez-la, parce que le sujet est pas facile, donc on va faire beaucoup moins de vues que si on se baladait en slip en dégustant des hamburgers bleus. Vous connaissez, hein, l'algorithme YouTube est compétitif, donc je suis obligé de vous pousser à regarder nos vidéos, parce que sinon on va disparaître.
Deuxième chose, on va faire un live pour l'event Apple, mais également pour l'event Google. Ça sera lundi soir et ça sera mardi soir. Donc notez-le sur vos tablettes. Lundi soir, donc après les events, on fait un débriefing des events. Hein. Nous, c'est notre manière de faire. On vous fera pas des commentaires pendant l'event. L'event, vous le regardez où vous voulez, chez qui vous voulez. Nous, on fait un after event, un after keynote, donc un débriefing des deux events. Et ça, c'est lundi et normalement mardi soir pour Google et les pixels. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Bien évidemment, on va raider quelqu'un. Est-ce qu'on a Alors, on me dit Samuel Etienne a commencé son live. Est-ce que Samuel Etienne a besoin de notre aide? J'ai envie de dire pas vraiment. Est-ce qu'on aurait besoin que Samuel Etienne nous raide? Oui, mais il commencera jamais avant nous, donc ça sert à rien. Euh, Nous, c'est tout le problème avec notre horaire. Personne nous raide jamais, quoi. Il y a personne qui veut faire une émission de 7h à 8h du matin, s'il vous plaît. Alors, qui est-ce qu'on va raider? Qui est-ce qu'on va raider? Et surtout qu'il n'a pas encore commencé, Samuel. Il n'a pas encore commencé. Est-ce que David... Non, David, ils n'ont pas encore commencé non plus avec Monsieur Poulpe. Onutrem est en train de jouer à Fall Guys. Ok. Ah tiens, je vais vous envoyer chez Kofi ce matin. Je vais vous envoyer chez Kofi. Et bien évidemment, vous pouvez aller chez Cabri, chez Bastille, chez Velvet, tous ceux qu'on aime. Hein. C'est juste qu'on tourne un petit peu quand même. On tourne un petit peu Donc je lance le raid chez Kofi, qui joue à Final Fantasy Online. On vous fait des gros bisous et on se retrouve lundi matin à 8h. N'oubliez pas de regarder la vidéo. Ciao tout le monde. Ah oui, mais j'ai pas mis le générique de fin, j'ai l'air d'un con là. Ciao tout le monde.